Ok. Scream 2, toujours réalisé par Wes Craven, est sorti en 1997, soit tout juste un an après le premier opus. Oui, c'est du rapide. On retrouve les survivants, à savoir Sidney, Gale, Dewey et Randy, tandis que le film Stab, qui raconte les événements de Woodsboro, sort au cinéma. Donc, dans l'univers de Scream, Stab est tiré d'une histoire vraie, tout comme Scream lui-même était tiré d'une histoire vraie. Bref, un nouveau tueur fait son apparition et la série de meurtres recommence. Sidney et compagnie essayent de survivre en tentant de découvrir qui se cache sous le masque. Et tout comme le premier film avait pour thème les codes des films d'horreur, le deuxième s'intéresse cette fois-ci aux suites des films d'horreur et se demande ce qu'est une bonne ou une mauvaise suite. Quelles sont les nouvelles règles, comment surprendre le public, bref, comment qu'on zigouille sévère. Et cette fois-ci pour les tueurs, nous avons Debbie Salt ou Madame Loomis qui est interprétée par Laurie Metcalf et Mickey Altieri qui est joué par Timothy Olyphant. Mais avant de déterminer qui tue qui dans chaque scène, on va analyser un petit peu ce nouveau duo. Dans Scream 2, on retrouve exactement le même rapport de force qu'il y avait entre les deux précédents tueurs. Debbie Salt, c'est le cerveau et Mickey, c'est l'homme de main. Tout comme Billy organisait sa petite vengeance perso alors que Stu, il a pas vraiment de mobile. Alors tout d'abord, nous avons Madame Loomis. Pas de prénom. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Mais justement, ce petit détail est assez intéressant. Selon les premières versions du script, son prénom serait Nancy, en référence à l'actrice Nancy Stevens qui interprète Marion Chambers dans Halloween. Mais Nancy Loomis c'est également le nom de scène de Nancy Kyce, qui interprète la babysitter dans Halloween. Et on retrouve un petit peu cette idée de nom de scène dans le film avec l'alias Debbie Salt. Et justement, pour en revenir à Madame Loomis, toujours pas de prénom. Son fils nous a appris qu'elle a quitté le domicile familial quand elle a découvert que son mari entretenait une relation avec Maureen Prescott, qui est la mère de Sidney, abandonnant au passage son unique enfant. Elle s'est alors complètement transformée en changeant de look, en perdant du poids pour devenir Debbie Salt, journaliste dans un petit journal local. Et entre le marché de la saucisse et l'inauguration du nouvel espace d'accueil pour les jeunes de la ville, elle a le temps de commettre quelques meurtres. Elle se façonne donc une couverture pour mettre en place son plan qui est de se venger des personnes responsables de la mort de Billy, c'est-à-dire Sidney et Gale. Elle possède donc le même mobile que son fils, à savoir se venger, et comme dans Scream 2 on est face à un tueur imitateur, rien d'étonnant à ce que son mobile à elle soit une copie de celui de son fils. Après, avec une production aussi courte, pas le temps d'avoir les meilleures idées du monde, faut rentabiliser FISA. Et enfin, dernier détail important, Madame Loomis, toujours pas de prénom, est droitière. Gardez bien cette information dans un coin de la tête. Et à côté, nous avons Mickey, qui est un étudiant et un proche de Sidney. Alors lui, son plan est plutôt simple, c'est de commettre des meurtres en copiant Billy et Stu, puis plaider la folie en accusant les films, et enfin, devenir célèbre. Un peu comme Danny Rowling qui voulait devenir une superstar comme Ted Bundy. Là, à la limite, on pourrait dire qu'il pourrait devenir une superstar. Ouais, je suis fier. Ah non, je suis fier de celle-là. Bref, notre cher Mickey est un bon gros psychotique qui passe ses journées sur les forums de tueurs en série. Du coup, il est recruté par Madame Loomis. Toujours pas de prénom. Ah oui, et enfin dernier petit détail, Mickey est gaucher. Alors oui, à un moment on le voit balancer une boulette de papier de la main droite, mais cette scène est un reshoot qui, je rappelle, se trouve dans une production qui a été vachement accélérée. Et de toute façon, Timothy Olyphant est droitier à la base, donc ouais, c'est pas toujours facile. Également dans le film, vous l'avez sûrement remarqué, on le voit tenir une caméra de la main droite. Ça c'est ma main droite. Mais la raison est simple, c'est que la majorité des caméras de l'époque avaient leur sangle de ce côté-là. Et de toute façon, même encore aujourd'hui, vous prenez par exemple un réflexe, il va être beaucoup plus adapté à un droitier. On a tous nos éléments, c'est parti pour savoir qui tue qui dans Scream 2. Alors ça fait partie des gimmicks de Scream, dans la première scène, on tue quelqu'un de connu à Hollywood. Et oui, la vie est injuste. Dans le premier film c'était Drew Barrymore, et dans le deuxième film nous avons Jada Pinkett Smith et Omar Epps. Alors ici ils interprètent Maureen et Phil, qui est un charmant petit couple qui va aller voir Stab au cinéma. Bon, Phil, à un moment il va vidanger la citerne, et franchement s'il vous plaît, avant d'aller voir un film, allez faire du jus de pomme. Bref, on voit Phil qui va faire pleurer le colosse et on a d'autres gars en costume qui sont en train de faire chanter les grelots. Du coup, il va s'isoler. Bon, ok, il est prêt à libérer les chutes du Niagara, mais il entend un bruit dans la cabine d'à côté. Et c'est pas quelqu'un qui est en train de faire vider l'eau des pâtes. Bon, vas-y que je fais mon petit fouineur et bim, coup de couteau dans l'oreille. Ah, tu l'as bien cherché, Phil. Mais si on regarde bien, le tueur tient son arme de la main gauche. Donc pour le moment, avec les éléments qu'on connaît, ça serait Mickey. Mais on n'en est pas tout à fait sûr. Parce que ouais, le cinéma offre le déguisement du tueur au spectateur, donc Madame Loomis, toujours pas de prénom, aurait très bien pu l'enfiler, aller dans les chiottes et faire croire qu'elle va aller serrer la main à un pote. Bon, on avance un petit peu jusqu'au meurtre de Maureen. Alors je vais essayer de ne pas trop m'intéresser au physique du tueur parce que sous le costume, c'est toujours le cascadeur Dan Farwell. Mais à ce moment-là, il y a quand même une carrure qui rappelle celle de Mickey.
Et encore une fois, on a le coup de couteau qui vient de la main gauche. Et on a un coup qui est rapide et net, mais personnellement, j'ai toujours trouvé cette position un petit peu bizarre. Et on va le voir un petit peu plus tard, mais Madame Loomis, toujours pas de prénom, est beaucoup moins précise quand elle donne des coups de la main gauche. Bref, là, aucun doute, c'est Mickey. Ce qui fait que précédemment, c'était déjà lui. Madame Loomis va pas tuer Phil pour ensuite refiler la veste à Mickey. Ça n'a aucun sens. Mais où c'est qu'elle est, Madame Loomis? Alors un peu plus tard dans le film, quand Gale et Dewey s'apprêtent à faire des cochonneries sur le bureau, il y a des images qui apparaissent sur les écrans de télévision. Et on remarque celles de Phil et Maureen qui sont devant le cinéma. Ok, mais c'est Mickey qui se balade régulièrement avec une caméra, donc techniquement, ça serait lui qui filmerait les meurtres. Mais je pense qu'on peut imaginer un truc. Pour aller plus loin que ses prédécesseurs, Mickey veut filmer les meurtres. Et du coup, il a besoin d'une caméraman. C'est Madame Loomis. Toujours pas de prénom. Et si on regarde bien, on retrouve les images de Randy juste avant son meurtre, et on verra que c'était elle qui se cachait derrière le masque à ce moment-là. Et donc pour en revenir à Maureen et Phil, Mickey tue dans le cinéma pendant que Madame Loomis, toujours pas de prénom, reste dans la voiture et sert de chauffeur. Et justement, pendant le meurtre de Sissy, on va avoir quelques éléments qui nous montrent de quelle manière les deux coopèrent. Bon, on a la même technique qu'on a vue dans le 1 avec Casey, à savoir un appel pour faire flipper la victime, et à ce moment-là, normalement, c'est Madame Loomis qui est au bout du fil, et on a un petit indice très rapide. Alors qu'elle est en train de parler au téléphone, on peut voir Ghostface qui est en train de passer par la porte, sauf qu'il n'a pas de téléphone portable dans les mains. Alors on peut supposer un kit main libre, surtout qu'à la fin on découvre qu'il y a un transformateur de voix dans le masque, mais c'est franchement se compliquer la vie pour rien. Et surtout, le transformateur servira un petit peu plus tard. On a ensuite une course-poursuite dans la maison, et encore une fois on remarque que le tueur est gaucher, donc potentiellement Mickey, et surtout il jette Sissy du haut du toit. Alors ok, Sarah Michelle Gellar c'est un poids plume, mais il y a quand même très peu de chances pour que Madame Loomis, toujours pas de prénom, puisse la soulever aussi facilement. Du coup, à ce moment-là, c'est forcément Mickey. Mais on va juste continuer jusqu'à la scène suivante qui se passe dans une soirée et on note quelques éléments intéressants. Bon, tout d'abord, ça, c'est Matthew Lillard qui jouait Stu dans le premier film et ensuite on a Mickey qui apparaît. Et rien n'empêche Mickey de se rendre à la soirée après son meurtre, parce qu'on peut le voir quand la police arrive que les deux maisons sont pas super éloignées. Alors on voit que Madame Loomis est parmi les premiers à être sur les lieux et Mickey sort avec les autres de la maison. Alors les deux sont au même endroit au même moment, donc ça intensifie le fait que les deux tentent de se créer des alibis. Mais après le meurtre de Sissy, les choses ne sont pas terminées. Eh oui, ce serait trop simple sinon. Alors Sidney retourne dans la maison pour aller chercher ses affaires, alors on voit que le téléphone sonne, et encore une fois, c'est Madame Loomis, toujours pas de prénom, qui est au bout du fil, et c'est Mickey qui est sous le costume. Même façon de procéder qu'avec Sissy, sauf que cette fois-ci, pour brouiller les pistes, on a Ghostface qui parle directement. D'où l'utilité du transformateur de voix. Puis un peu plus tard, nouvelle apparition de Ghostface pendant la répétition de la pièce, il apparaît de façon subreptice, il est là, il est pas là, il se cache. On me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. On me voit. Et là on pourrait avoir deux théories. La première serait une hallucination de Sidney, après le traumatisme qu'elle a vécu, ou alors c'est Mickey. Mais pourquoi Mickey ? Là on va s'intéresser à la scène qu'il y a juste après. Alors là on a Drake qui arrive pour escorter Sidney et elle lui demande où se trouve Mickey. Alors là ce n'est pas une histoire de suspicion ou quoi que ce soit, non, en fait ça fait référence à une scène coupée où Derek, Hailey et Mickey proposent à Sidney de l'escorter où qu'elle aille. Et donc où était Mickey pendant l'attaque sur scène ? Dans le costume. Alors comme on l'a dit, c'est Madame Loomis, toujours pas de prénom, qui a tué Randy. En même temps, pas difficile de deviner, elle s'en vante un petit peu à la fin du film. Mais on va quand même analyser la scène parce qu'il y a des trucs assez intéressants. Et on va commencer par la discussion entre les protagonistes. Bon, ça blablate pour savoir qui serait le tueur, mais le téléphone de Gale sonne. Appel qu'elle envoie directement balader. La discussion continue, mais le téléphone sonne une deuxième fois. Sauf que cette fois-ci, c'est Randy qui décroche. Et là, on découvre que c'est le tueur qui est au bout du fil. Bon, tout le monde cherche à savoir où se trouve le tueur, et malheureusement, Randy se fait attraper. Et on voit toute la scène dans le miroir du rétroviseur. Et quand on regarde de plus près, et quand on applique l'effet miroir du rétroviseur, on se rend compte que le tueur tient son arme de la main gauche. Donc normalement, qui dit gaucher dit Mickey, mais quand on découvre le cadavre, c'est une véritable boucherie. Il y a du sang partout. Et l'explication est simple. Comme on l'a dit, Madame Loomis, toujours pas de prénom, est beaucoup moins précise avec son couteau, car elle ne le tient pas de sa main dominante. Et lors des autopsies, selon la marque de la blessure, on peut savoir de quelle main est tenue l'arme. Ouais, du coup, c'est pas le moment d'indiquer aux enquêteurs qu'il y aurait un deuxième tueur qui serait droitier. Et le pire dans tout ça, c'est que Randy n'était pas censé mourir. Pour rappel, le tueur appelle quand même sur le téléphone de Gale, donc c'était quand même elle la cible principale.
Et qui c'est qui veut se venger de Gale parce qu'elle a tué son fils? Madame Loomis. Toujours pas de prénom. Bon après c'est un petit peu la faute de Randy aussi, hein. S'il avait pas méchamment insulté Billy, il serait encore en vie. Les choses s'accélèrent vers la fin car notre duo va se séparer. D'un côté, Madame Loomis, toujours pas de prénom, va tenter d'assouvir sa vengeance contre Gale, tandis que Mickey va essayer de capturer Sidney pour l'emmener au théâtre. Et là on va revenir au moment où Gale et Dewey commencent à faire des cochonneries sur le bureau. Comme on l'a vu précédemment, c'est Madame Loomis, toujours pas de prénom, qui tourne les images. Donc on a toujours le tueur gaucher, mais on sait maintenant que ce n'est pas forcément Mickey. Alors encore une fois, on va s'intéresser au physique de tueur. La première fois c'était une histoire de corpulence, cette fois-ci c'est une histoire de taille. À un moment, Gale et Ghostface se font face. Sachant que Courtney Cox fait 1m65 et que Timothy Olyphant fait 1m83. Il faudra m'expliquer de quelle manière ils arrivent à se regarder presque les yeux dans les yeux. Quand elle change de pièce, Gale ne semble pas monter d'une marche et Ghostface se tient droit. Du coup, il y a quand même beaucoup plus de chances pour que ce soit Madame Loomis, toujours pas de prénom, qui se cache sous le costume à ce moment-là. Et d'ailleurs, quand Gale s'échappe, elle court vers une cabine téléphonique pour appeler la police. Et cette cabine est occupée par Madame Loomis. Et qu'est-ce qu'elle fout là? Franchement, il n'y a aucune raison pour qu'une journaliste se retrouve à cet endroit en pleine nuit. Si elle a un papier à écrire, elle peut aller le faire à l'agence ou rentrer chez elle. Donc va pas me faire croire que t'es en train de parler à ton rédacteur en chef, hein, parce que lui, en ce moment, il est chez lui à s'occuper de ses gosses. Au même moment, Mickey, il a de quoi s'occuper. Alors il intercepte la voiture qui escorte Sidney, il se débarrasse des officiers Andrews et Richards, et poignarde Hailey. Puis direction le théâtre pour abattre Derek. Bon là c'est plutôt facile à deviner, parce qu'au moment de la révélation, il a une méchante blessure au front qui a été causée par un coup de volant. Et la boucle est bouclée, on a tous nos morts. Donc si on fait les comptes, Madame Loomis, toujours pas de prénom, a seulement tué Randy, tandis que Mickey a 7 victimes à son compteur. Après, rien d'étonnant, l'objectif de Baby Salt était uniquement de se venger de Sidney et Gale qui étaient responsables de la mort de Billy. Mais force est de constater qu'elle s'est méchamment plantée à ce niveau-là. Et pourtant, on avait probablement le tueur le plus méticuleux de la saga Scream. Elle se crée une nouvelle identité en changeant complètement de physique, elle sème des petites graines qui font remonter la piste jusqu'à Mickey en filmant les victimes, et on remarque qu'elle va utiliser sa main gauche même quand elle s'apprête à abattre Sidney. Et même mieux, elle va jusqu'à trahir son équipier pour éviter que lui-même vende la mèche un jour. Bref, Madame Loomis, on connaît peut-être pas son prénom, mais elle est entrée dans la légende des plus grands tueurs au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce qu'elle m'a été tellement demandée. Du coup, je pense qu'à un moment, on va faire pareil pour Scream 4. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous, allez ciao!